c'est plus performant d'avoir une approche plutôt globale sur le concept de bâtiment écologique et de l'architecture durable. Donc, euh, comment a débuté l'histoire de l'architecture durable? Elle remonte aux origines de l'habitat, puisqu'elle est reliée à l'habitat. Donc, euh, les bâtiments ou les logements préhistoriques, tels que les cabanes, les grottes, ils sont très, très anciens et ils constituent en effet les premiers habitats écologiques de l'homme. Donc, l'homme, depuis plusieurs temps, a fait des cabanes et des grottes pour, pour le logement. Donc, la nature de faire ce bâtiment, c'était l'habitat. C'est le concept humain. Il faut avoir un habitat pour se loger, pour se protéger. Donc, et par là est débutée l'histoire de bâtiments écologiques ou on peut dire de l'architecture durable, car l'écologie est liée à la durabilité. C'est le concept du développement durable. On ne peut pas extraire l'écologie à part et la durabilité à part. C'est tout un concept qui s'inscrit dans le développement durable. Donc, après, euh, elle a venu l'architecture écologique aux plusieurs facettes, aux plusieurs renommées multiples, l'architecture écologique, qui est présente dans dans les traditions de l'homme depuis toujours. Donc, on doit donc orienter l'homme, il doit orienter son étude non pas vers son commencement, depuis le commencement, mais vers son renouveau. C'est le concept humain, c'est de renouveler l'architecture et renouveler le concept de l'habitat chez l'homme. Donc, par là a débuté l'urbanisme, qui est lié à la révolution industrielle. On sait tout que la révolution industrielle depuis des siècles, la machine à vapeur et toutes les crises liées à la crise industrielle, tout ça a amené au développement de l'architecture et le développement de l'urbanisme surtout. Donc, après cette révolution industrielle qui a subissé vraiment, qui subissent des pressions de la première grande crise de logement, surtout. Je cite parmi les crises la densification à grande échelle de l'habitat qui provoque une dégradation de rapport entre l'habitat et son habitat, entre l'habitant et son habitat. L'habitant, c'est l'homme et son habitat. Donc, par là, elle a débuté l'histoire, ou plutôt le concept humain de l'architecture durable, depuis cette crise. Donc, c'est dans ce contexte euh, qu'on peut réapparaître des critères écologiques dans l'architecture, se manifestent en création en conséquence des révolutions industrielles que j'ai citées, et afin de réconcilier l'architecture et le renouveler et réconcilier aussi le milieu. Les architectes dans cette époque ont fait entrer dans le champ et leurs recherches aussi, ils ont fait des recherches et des réalisations, et ont entré aussi leurs réalisations, des thèmes et des procédés nouveaux. C'est l'amélioration de logement qu'elle a débuté avec les architectes. Donc, on passe par là, ayant comme fil conducteur l'amélioration de l'équilibre entre l'homme et l'environnement. L'architecte a pensé à améliorer cet équilibre entre ces deux procédés,
c'est de faire améliorer l'homme avec l'urbanisme ou avec son environnement urbain, avec la protection et la mise en valeur aussi des espaces naturels. Tout ça et tous ces mouvements, et les architectes aussi, intégrant progressivement de questionner, de poser des questionnements. C'est progressivement, ils ont fait de questionnements environnementaux et ce questionnement conduisent aujourd'hui la révolution écologique de l'architecture. Donc ça a débuté avec la révolution et la crise industrielle jusqu'à la conséquence de questionnement et de, et de se questionner comment on peut améliorer la relation entre l'homme et son environnement urbain. Donc, dans les années 1900, et surtout, je vais citer dans le Royaume-Uni, c'est la Britannie, donc c'est la Grande-Bretagne. Il y a un architecte qui s'appelle Charles Rennie Mackintosh. Il est déjà décédé en 1928. Il a réconcilié la culture des pionniers entre l'art et le craft. C'est un mouvement qu'il a fait, cet architecte, pour repostuler et intellectuellement la dégradation culturelle causée par la crise industrielle. Sans. Et surtout avec l'ère de la machine, car la crise industrielle a fait des conséquences néfastes, tout en concluant les leçons de l'architecture aussi. Donc, ce architecte britannique, il a inventé l'architecture, un type d'architecture qui met en valeur le climat et les moyens de lutter contre la rigueur du climat, c'est l'architecture vernaculaire. C'est un type d'architecture qui est propre à son pays, le Royaume-Uni, qui est un territoire avec une aire donnée et ses habitants. Donc, elle a débuté et elle a faire propager ce type de l'architecture. Et elle est donc portée par le microclimat ainsi que les avantages qu'elle va offrir par les ressources locales de cet pays. Donc, les ressources locales sont très importantes puisqu'elle est disponible dans ce pays que l'architecte britannique a inventé. Donc, afin de répondre à ce questionnement et aux exigences aux besoins de l'homme et de l'usager, cette méthodologie, qui est une méthodologie constructive, qui est à l'origine aussi des paysages bâtis dans les campagnes jusqu'à le début du dernier siècle. Donc, il a fait créer une sensibilité aux lieux étaient dotés et témoigné aussi notamment à travers son œuvre qu'il a inventée, ce architecte Mackintosh, qui s'appelle Mackintosh. L'œuvre qui s'appelle The Hill House. C'est un livre, c'est un chef-d'œuvre qui s'appelle The Hill House, où il a exposé des bâtiments qui déterminent l'utilisation de concept de Harling. Harling, c'est un concept modeste, c'est-à-dire la hauteur des toits. Donc, les dimensions réduites des fenêtres pour une meilleure isolation thermique de bâtiments. Il a fait créer cette œuvre pour donner valeur à ce type d'utilisation dans les bâtiments durables. Donc, après avoir partagé l'histoire du Royaume-Uni avec ce architecte britannique,
Parallèlement, aux États-Unis, il y a une autre architecte qui s'appelle un autre architecte qui s'appelle Ebenezer Howard, qui préconise le développement des cités-jardins. C'est un autre concept écologique en réaction avec la misère causée dans les villes des États-Unis. C'est dépendamment du pays qu'il habite et dépendamment aussi par les conséquences néfastes qu'elle a causées la révolution industrielle. Donc, ces cités-jardins offrent à toutes les classes aussi sociales des logements de qualité dans un environnement, on peut dire un environnement semi-rural. Et ces caractéristiques naturelles, comme les espaces verts, les routes bordées, les arbres, ils contribuent à créer un sentiment de connexion avec la nature, un sentiment de tranquillité bucolique. On l'appelle une tranquillité bucolique. C'est une deep, deep connection, une connexion très profonde avec l'environnement. Et cette influence des cités-jardins continue à s'affirmer dans le domaine de l'urbanisme ou de l'environnement urbain. Donc, en particulier, aussi dans des projets dans les États-Unis. Après, en 1920, l'architecte américain qui s'appelle Frank Lloyd Wright s'établit comme précurseur de l'architecture organique. C'est à travers son énonciation et sa prise en compte dans ses réalisations des principes fondamentaux d'une architecture qui est intégrée à son environnement. C'est un autre type de durabilité, de connexion, l'homme avec l'environnement. Il a inventé l'architecture organique, qui est une architecture qui procède à l'intérieur vers l'extérieur, dans laquelle l'idéal est l'entité. C'est une architecture très organique. On l'appelle plus techniquement, signifie intrinsèque. C'est le tout à la partie, comme la partie et au tout, où la nature des matériaux est présente. Donc, le but de ce concept d'architecture organique chez l'architecte Lloyd américain, c'est la nature de l'œuvre tout entière qui deviennent comme une nécessité. C'est l'architecture organique plutôt. C'est plutôt que dans cette nature qui peut naître le caractère que vous, artiste ou créateur ou un designer, vous pouvez donner à un bâtiment dans un cas particulier quelconque. Tu vas donner un touch, on appelle de touch organique. Donc, on a abordé l'histoire chez les Britanniques et les États-Unis. On va tout au long s'évader vers l'Europe. C'est le concept abordé par l'architecte italien Paolo Soleri. C'est à travers, il a dégagé un concept architectural de ville utopique. Pourquoi? Parce que l'Italie est une ville très typique et il a un concept autosuffisance, on appelle ça. Donc, suivant qu'il a nommé l'architecte italien Paolo Soleri, qui est décédé en 2013, il a nommé ce type de archéologie. Pourquoi? C'est à travers les arcs dans l'Italie. Donc, c'est une fusion entre l'architecture et l'écologie. Et dans ce concept, on peut dire un concept d'explosion démographique mondiale, surtout dans les années 1960, il enveloppe une série
d'avant-projet de logement de masse. C'est contrairement aux autres, méga architectes qui concevaient des bâtiments plutôt clos. On l'appelle hermétiquement clos. Paolo Soleri, l'architecte italien, souhaite que l'architecture soit un lien avec l'environnement. C'est ça la connexion. Il faut vraiment penser toujours à l'environnement. Donc, il a inventé le concept architectural qui permet de favoriser l'utilisation des énergies solaires, la réduction de la consommation d'énergie et aussi il a envisagé la construction d'une ville entière dans les zones les moins hospitalières de la planète. Pourquoi? Afin d'épargner les terres arables nécessaires à la production de nourriture. Donc, il a fait ce concept dépendamment de la nature de sa ville et de la nature de la démographie qui existe dans cette ville. Donc, après ça, il a imaginé, par exemple, que la construction des cités sur les océans, il y a un apport d'énergie et la cité flottante qui se ferait grâce à l'énergie hydraulique. C'est ça, il a construit ces visions qui ont toujours été semblées à sa capacité à les mettre en place et aussi à les mettre en œuvre de ce concept dans la ville. Donc, on va s'évader encore après l'Italie. On va s'évader vers la région arabe et surtout l'Égypte, la grande Égypte. C'est un exemple remarquable de l'histoire de bâtiments écologiques ou peut-être de l'architecture durable qui fut inventé par l'architecte égyptien Hassan Fadi, qui est décédé en 1989. Et ce architecte contribue plus qu'à n'importe quel autre architecte de Moyen-Orient, de toute la région du Moyen-Orient. Donc, il a encouragé en retour, il a encouragé aux techniques traditionnelles de construction, qui développait aussi une typologie urbaine qui est liée à cette ville, qui est adaptée à un objectif, on peut dire un objectif environnemental dans l'Égypte. Et cet objectif, c'est de faire la connexion et la vision de construire avec le peuple égyptien. Donc, l'architecte égyptien Hassan Fadli, qui présente notamment sa découverte d'un système architectonique de l'Égypte, qui lui aussi permettent de construire avec des briques de terre sans qu'il soit nécessaire de soutenir la toiture. Donc, il a fait ce concept. Le système de l'architecture chez l'architecte égyptien, c'est de réduire à zéro les coûts de construction. C'est à partir du moment où il était mis en œuvre dans un esprit coopératif. Non seulement les briques de terre qui sont peu coûteuses, on peut l'utiliser. Non seulement ça, mais aussi il est de très bonnes performances dans le climat égyptien, surtout. Et toutes, on sait que le climat égyptien est chaud. C'est un climat chaud et sec.
Donc, l'histoire était d'utiliser un matériau local dépendamment qui dépend dépendamment euh, de, de pays. Il a utilisé ce matériau local, il a exploité la ressource naturelle de l'Égypte pour bénéficier et pour construire pour le peuple, tout en respectant l'environnement et le climat de pays. Donc, ce concept qu'il a fait, il produit la masse thermique nécessaire au maintenir de la fraîcheur à l'intérieur de bâtiments, euh, surtout durant la plus grande partie de la journée, parce qu'en Égypte, toute la journée est très chaud, il est très sec. Donc, c'est très vraiment magnifique d'avoir cet esprit d'architecture durable chez les Égyptiens. Donc, puisqu'on a fait le tour dans le monde de l'histoire de l'architecture durable, chez les Britanniques, chez les États-Unis, en Europe et au Moyen-Orient, surtout l'Égypte, on va passer, après la Première Guerre mondiale, le mouvement moderne de l'architecture écologique ou le mouvement moderne de bâtiments écologiques. C'est surtout après la Première Guerre mondiale, avec son accentuation sur les bienfaits de progrès scientifique. Et surtout, elle a joué on peut dire, un rôle très important dans le déploiement, dans le développement de l'architecture écologique. Surtout, généralement aussi, qui est perçue comme moderniste et aussi chez les écoles ironiques. Et après la guerre mondiale, généralement, ce mouvement moderne était inventé des structures en béton brutaliste. Cependant, fait preuve d'une extrême sensibilité au contexte, en déployant dans ses œuvres toute une série de références à l'environnement, au climat et à la culture aussi. C'est cette référence qu'il a fait, c'est de faire déployer et la connexion de climat avec la nature et avec la culture aussi. Puisqu'on a passé par toutes ces principales histoires de l'architecture écologique, on peut dire que vraiment, le bâtiment écologique aussi a une autre histoire dans l'Asie. C'est un autre continent, c'est avec les Indiens, à travers l'architecte indien Balkrisha Doshi, qui est né en 1927 et qui est inspiré par le bâtiment, le mouvement moderne, et qui a interrogé aussi sur le pouvoir que l'architecture de changer et aussi de faire unifier les gens avec les sociétés. C'est de unifier l'environnement avec la société. C'est une histoire très enrichissante et une histoire aussi très particulière de faire le tour dans le monde et la révolution de ce type de bâtiment écologique. Je veux aussi citer un exemple que j'ai préparé avec la sensibilité à l'égard de l'environnement. C'est particulièrement soucieux d'améliorer la qualité des habitants à loyer modéré. Et c'est notre nature, c'est d'améliorer la qualité des habitations à loyer modéré. Et avec l'architecte indien que j'ai cité, il a fait, on peut dire, il a réconcilié le décalage dont il découvrit l'existence entre les principes
de mouvements modernes avec l'apprentissage après et l'apprentissage de Corbusier et les réalités aussi de la construction durable. C'est dans un pays en voie de développement tel que l'Inde, puisque l'Inde elle a une typologie très particulière de bâtiments et d'architecture. Donc, avec les années 1970, qui furent marquées par un intérêt croissant pour les bâtiments souterrains, avec Malcolm Wells, c'est en 2009, il est décédé en 2009. C'est à travers, après les chocs pétroliers qu'il a vécu en 1973 et en 1976, et qui ont à nouveau posé les questions d'autosuffisance. C'est dans les années 70. Donc, les chocs pétroliers qu'il a vécu dans cette époque a aussi des conséquences qui expliquent aussi une tendance de construction souterraine à haute performance énergétique. C'est une tendance à faible impact sur l'environnement. Les embargos pétroliers dans cette époque ont suscité les grands bouleversements dans les pays industrialisés, qui sont des pays très dépendants de ressources naturelles. C'est le pétrole qui est très limité et qui aussi s'engage une volonté d'affranchissement de la dépendance de ressources non renouvelables. C'est à cette époque que l'architecte américain Edward Mazria qui a pris conscience des avantages de l'accumulation solaire passive dans la réduction des qualités d'énergie, aussi pour l'éclairage, pour le chauffage d'un bâtiment. Puis, à partir des années 1970, dans cette époque, elle a apparu la vague des commissions. C'est une vague très importante qui a posé des questionnements environnementaux, sociaux et économiques. C'est pour poser aussi le nouveau monde globalisé. C'est la globalisation. Et dans cette époque, il a la naissance de rapport Brundtland. C'est un rapport ou encore le sommet de la Terre de Rio, le sommet de la Terre de Rio. C'est ainsi que on peut se dessiner l'entrelacement complexe entre les droits de l'homme, les questions environnementales et les conditions de la vie et de la croissance économique. 4 volets très importants qui a été cité dans le rapport de Brundtland. Et ce questionnement, l'architecte américain que j'ai cité, il a un rôle crucial. Tous les architectes, ils ont un rôle très crucial à jouer dans la mise en place de ce dynamisme écologique. C'est de répondre à tous ces besoins, à tous ces 4 besoins. Donc, en effet, les architectes et les urbanistes dans le monde entier ont vraiment vu leur responsabilité de s'intéresser aux problèmes environnementaux et aux problèmes socio-économiques et aux problèmes aussi géopolitiques. C'est à travers tous ces concepts, on peut vraiment faire aussi la révolution de cette histoire de bâtiments écologiques. Et notamment aussi par la structure actuelle de l'industrie de bâtiments, qui est bien sûr une source majeure de nuisances causées à l'environnement et à l'homme aussi. Et si on ne peut pas se faire questionner et se faire lier entre l'environnement et l'homme,
on ne peut pas, bien sûr, répondre aux besoins socio-économiques, environnementaux ou géopolitiques. C'est avec le rapport Brundtland, je vais déterminer, plutôt, je vais finaliser cette démarche de l'histoire de bâtiments écologiques par simple, euh, indication de, de principes pionnières de ce nouveau courant. C'est le courant de Ecotech. C'est le dernier courant qui a été débuté en 1960 et 1970. C'est pour remettre la science à répondre aux questions de gestion et d'intégration de l'environnement. Et ce courant de l'écotechnologie, qui est un courant high-tech, on l'appelle, et qui a été fait aussi par les architectes Norman Foster, Richard Rogers et aussi l'architecte Nicholas Grimshaw. Et aussi Michael Hopkins. Ce sont